Notre thématique du jour, Sahel, réunion des responsables en charge de la défense. Le Mali, un atout majeur. Nous nous interrogeons. Madame, messieurs, bon après-midi, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, les ministres en charge de la défense des pays membres du G5 Sahel se sont retrouvés en séance extraordinaire le 10 janvier dernier à N'Djamena, au Tchad, pour parler du fonctionnement de l'organisation et proposer des recommandations pour lutter efficacement contre le terrorisme dans le Sahel. Dans un communiqué, les pays membres réaffirment leur volonté à combattre le terrorisme ensemble. L'organisation a également recommandé un soutien actif au Burkina Faso. Les ministres de la Défense et les chefs d'état-major des armées des 4 pays membres du G5 Sahel veulent mutualiser leurs efforts afin de lutter contre les attaques des groupes armés terroristes qui sévissent dans le Sahel. Il s'agit du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. À l'issue de cette rencontre, les pays membres, par la voix de leurs ministres de la Défense, réitèrent leur volonté de continuer à combattre solidairement le terrorisme dans l'espace du G5 Sahel. Après la fin de l'opération Barkhane et le retrait du Mali des troupes, on va le dire comme ça, de toutes les instances de l'organisation, les pays membres du G5 Sahel veulent redimensionner le commandement et renforcer les capacités de combat de la force conjointe du G5 Sahel afin de la rendre plus opérationnelle, dynamique et efficace. Une question cependant, avec quel financement et pourquoi revient-on toujours sur le mot G5 Sahel alors que le Mali a justement plié ses bagages et les a laissés tomber. Pour ce faire, il faut également préciser qu'il a été décidé d'intensifier les plaidoyers auprès des partenaires et des organisations internationales pour accompagner la force conjointe du G5 Sahel ainsi que le renouvellement de son mandat. Les ministres ont appelé les pays membres de l'organisation à s'acquitter de leur contribution afin de permettre le fonctionnement normal et régulier des structures de la force conjointe du G5 Sahel. Les pays membres d'ailleurs ont également renouvelé leur souhait de voir le Mali réintégrer l'organisation. Il faut également préciser que la réunion des ministres recommande aussi un soutien actif au Burkina Faso et l'ouverture d'un canal de coopération avec les autres pays et structures de sécurité voisines à l'espace du G5 Sahel. Les ministres en charge de la défense des pays membres du G5 ont donc adopté plusieurs résolutions à l'issue de cette rencontre extraordinaire. On retient la mise en place d'un état-major de coordination chargé d'assurer la coordination et le suivi des opérations bilatérales et multilatérales des pays membres de l'institution. Cette structure de coordination a pour mission de participer à la planification et à la conduite des opérations, servir d'interface entre le secrétariat exécutif et la force conjointe. Avec un effectif de 15 personnes et localisé à Niamey au Niger, le commandement de l'état-major de coordination de la force conjointe de cette instance est assuré de manière tournante entre les États membres par ordre alphabétique des pays. Face à l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'espace et suite au retrait du Mali et des forces françaises, les ministres donc ont décidé de l'augmentation du nombre de bataillons de la force conjointe à 14. Ainsi, le Burkina Faso comptera 5 bataillons, 2 pour la Mauritanie, 5 bataillons pour le Niger et 2 pour le reste. Ça, c'est ce qu'on nous fait savoir. Et quand on parle du 2 pour le reste, on parle bien sûr du Tchad. Voilà pourquoi nous nous demandons également aujourd'hui, Sahel, réunion des responsables en charge de la défense, le Mali, un atout majeur. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à vos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est enseignant à l'université de Douala. Il est sociologue. Il est notre invité. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Gauss, bonjour aux milliards de téléspectateurs qui nous suivent. Ils font l'actualité parce qu'ils impulsent des mouvements sur le terrain. Nous leur disons merci, merci de continuer ce combat de manière concrète. C'est grâce à vous que nous engrangeons des succès. Et nous saluons également tout le peuple burkinabé qui est depuis un moment très mobilisé pour le départ de la jeune Française sur son territoire. Nous saluons les panafricanistes de ce côté, ainsi que ceux qui sont aux Comores, parce que nous avons fait le bonheur de rencontrer beaucoup d'avoir les communications avec beaucoup de Comoriens qui sont très ravis de voir le combat que nous menons sur le plan médiatique. Très heureux de vous avoir, Jonathan Batengene, encore cet après-midi. Eh bien, il y a eu une réunion, il y a encore quelques semaines du côté de N'Djamena au Niger. Je vous poserai donc la question, pourquoi parle-t-on toujours du G5 Sahel?
Est-ce parce que le Mali était un atout majeur? Vous savez, le projet du G5 Sahel était un projet fédérateur organisé par la vision futuriste et même novatrice et comment elle devait être porteuse de solutions du président, l'ancien le maréchal Idriss Déby Itno, à qui nous rendons un vibrant hommage pour son engagement quand même à soutenir le combat panafricaniste et donc à se hisser comme un des panafricanistes à une certaine époque. Le maréchal Idriss Déby, quand il avait formulé cette vision, il voulait à tout prix que les Africains eux-mêmes prennent en compte les questions de sécurité sur le continent. Il a, pour ce faire, réuni ses frères du Mali, du Burkina Faso, et il s'est organisé avec eux pour que ces derniers et lui puissent trouver une solution, comme il avait vu se faire avec la force multinationale mixte qui lutte contre le Boko Haram. Il a associé le Niger. Seulement, la vision du président Idriss Déby Itno a été tronquée et elle a été récupérée par la jeune française. La jeune française a fait venir le président Idriss Déby Itno sous les oripeaux d'apporter des financements, d'apporter un soutien financier à cette initiative et d'apporter aussi un conseil technique, a décidé d'en faire une force sous une continuité de sa diplomatie d'influence. Et ainsi, les forces françaises sont devenues les principales forces directrices de la force du G5 Sahel. Si bien que lorsqu'en 2015, je crois bien, les Tchadiens doivent être mis à contribution, lorsque les Tchadiens sont mis à contribution, eh bien, c'est la France qui est aux abonnés absents? Non, aux premières lignes. Et la France récupère carrément cette intervention tchadienne en essayant de donner aux Tchadiens les positions qu'ils doivent occuper sur le territoire. On se souvient qu'il y a eu cet épisode, Mokhtar Belmokhtar, dit Al-Mourabitoun, le Born. Oui. Mokhtar Belmokhtar, pendant sa cavale, pourchassé par l'armée française dans les Ifoghas, par l'armée tchadienne dans les Ifoghas, lorsque les Français sentent que les forces tchadiennes peuvent mettre un terme à l'activité de Mokhtar Belmokhtar, les forces françaises vont doubler les forces tchadiennes. Heureusement, les forces tchadiennes avaient déjà exécuté la mission, donc ils avaient déjà éliminé Al-Mourabitoun. Ils vont doubler les Tchadiens et vont tenter de récupérer le prestige de cette action. C'est un peu le type de rapport qu'il y a toujours eu entre les forces françaises et les forces Barkhane, c'est-à-dire et les forces de la jeune France et les forces du G5 Sahel africaines. Il y a toujours une tentative de récupérer les efforts des forces africaines. Il y a une tentative de caporaliser, ce n'est plus ça, c'est pas arrêté une tentative, c'est devenu un effort de caporalisation de cette force, si bien que le G5 Sahel, à un moment, est devenu simplement une partie d'un autre démembrement de la force Barkhane, de la force Takuba et de la force Sabre. Jusqu'à preuve de contraire, le Burkina Faso a demandé justement aux forces françaises de quitter son territoire, mais on a l'impression aujourd'hui que le G4 Sahel, parce qu'il faudrait qu'on l'appelle ainsi, veut jouer les protecteurs et déclare haut et fort qu'il faudrait aider justement le Burkina Faso à lutter contre le djihadisme. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et ça, c'est complémentaire avec votre première question. Est-ce que le Mali était finalement le principal pays? Oui, le Mali, dans la mesure où, quand vous regardez le territoire sur lequel les opérations se déroulent au Mali, c'est le plus vaste territoire du Sahel. C'est le plus vaste du territoire du Sahel attaqué par les terroristes. Donc, quand le Mali se retire, en fait, la force du G5 Sahel perd toute sa raison d'être. Du moins, la majeure partie des arguments qui étaient avancés se voient désormais mis à néant. Et les forces françaises, donc, qui avaient déjà constitué la force du G5 Sahel comme un démembrement, une continuité de l'opération Barkhane et Sabre, donc Mali et Burkina, vont tout faire pour que
le Mali soit mis en difficulté parce que le Mali a désormais manifesté sa volonté de faire cavalier seul. Donc les forces françaises, de la junte française, vont utiliser la force du G5 Sahel comme outil de pression sur le Mali. Et ça va rester comme tel. D'ailleurs, aujourd'hui, la présence du Burkina Faso dans cette instance interroge quand même parce que le Mali, le départ du Mali, de cette force, laisse subodorer que ce n'est pas une force indépendante, ce n'est pas une force qui agit de son propre chef. C'est une force qui est instrumentalisée, c'est une force qui ne défend véritablement pas les intérêts des Africains. Donc, le Burkina, dans les nouvelles dispositions où ce pays se trouve, en principe, aurait dû suivre le Mali dans cette voie et créer, parce qu'il y a un projet de fédération Mali-Burkina, créer avec le Mali déjà les prémices de cette fédération, c'est-à-dire une force commune qui attaque ensemble les terroristes. Pourtant, on nous fait savoir justement lors de cette réunion que le Burkina Faso va offrir 5 bataillons. Oui, il faut aussi noter que avant le départ du Mali, il y avait eu des réunions où on avait fait des recommandations sur l'engagement du Mali. On a même dit que le Mali devait présider la force du G5 Sahel, chose qui n'a pas été faite. Donc, ça peut être simplement encore une continuité de cette instrumentalisation parce que si on perd de vue que la junte française a récupéré la force du G5 Sahel, qui n'est plus G5 à cause des forces africaines, c'est pourquoi quand on dit G4, peut-être qu'ils ont leur conception du G5 que nous, on n'a pas. Le G5 ne signifie pas forcément les 5 pays africains. C'est peut-être 4 pays africains et 1 pays européen. Donc, la France. La France. Donc la France se considère comme étant un pays du Sahel. Ça conforte la thèse suivant laquelle nous avons avancé ici, que la France considère que l'Afrique, c'est sa propriété. Donc pour elle, elle est également propriétaire des terres dans le Sahel. Donc, ils se considèrent comme étant membres à part entière du G5 Sahel. Et à l'insu même du Burkina, même si le Burkina n'y participe pas, c'est sûr qu'ils peuvent prendre des résolutions et dire que ces résolutions engagent le Burkina. Parce que la France veut ainsi utiliser la force G5 Sahel comme un outil de pression sur ce pays-là. Donc, aujourd'hui, la force G5 Sahel n'est plus véritablement un instrument qui lutte contre les terroristes. C'est un instrument, c'est un outil de pression diplomatique, un outil de pression militaire sur les pays africains. Depuis la prise de décision justement par les autorités burkinabées de demander aux forces françaises de quitter son sol, il se susurre justement que lorsqu'ils vont quitter le sol burkinabé, eh bien, le Burkina Faso prendra l'initiative de quitter également cette organisation. Oui, c'est de bon ton. Le Burkina peut le faire bien avant. Ce n'est pas une affaire de réciprocité. Vu que la force G5 Sahel, c'était une initiative africaine et qui a été simplement infiltrée par Paris, le Burkina peut décider de laisser cette initiative. Mais ceux qui sont à plaindre dans cette histoire, c'est le Tchad et le Niger. Le Tchad et le Niger. Voilà 2 pays qui ont des situations particulièrement inquiétantes sur le plan sécuritaire, mais qui continuent à laisser ce genre d'organisation qui menace la stabilité d'autres pays, continuer à vivre sous leurs bons auspices. C'est un peu inquiétant de voir que ces pays africains continuent ce mauvais jeu. Le Tchad, peut-être par opportunisme, parce qu'il y a une économie basée sur la guerre et le maintien de la paix au Tchad. Plus il y a des guerres en Afrique, plus les soldats tchadiens sont déployés pour aller dans les opérations, soit de maintien de la paix, soit des opérations de soutien à un régime. Et quand ils y vont, elles sont rémunérées. Donc ça permet au pays qui est ultra militarisé en termes du nombre de combattants, pas en termes d'outils militaires, en termes du nombre de combattants, ça leur permet de respirer un peu pour que ces combattants ne soient pas concentrés sur le territoire. Peut-être cette configuration particulière du pays, le Tchad, les arrange bien de participer à ce genre de mission. Mais ils doivent savoir que c'est dangereux. C'est dangereux pour les pays de la sous-région. C'est eux qui sont inquiétants, le Niger et le Tchad. Un autre pays qui est dans des dispositions qui laissent quand même à s'interroger, c'est la Mauritanie. Parce que la Mauritanie a abandonné la sous-région Afrique de l'Ouest au début des années 2000, s'est ralliée à l'Algérie. Et avec l'Algérie, la Mauritanie a un partenariat stratégique très, très avancé,
Dans le cadre de ce partenariat, la Mauritanie pouvait même combattre les terroristes sans pour autant intégrer une force qui s'appelle G5 Sahel, parce que cette force ne va véritablement pas lui apporter la puissance de feu qui va avec. Mais l'Algérie, par contre, peut lui apporter cela. Donc, la Mauritanie également s'amène à s'interroger pourquoi les Mauritaniens continuent à être là-bas. Surtout que de l'autre côté, il y a l'Algérie qui a essayé de créer je crois que c'est le CESCO, c'est une sorte de, les chefs d'état-major du Sahel. Ils ont créé une organisation qui est encore informelle, mais qui est un embryon de quelque chose où c'est des nations qui ont une vision émancipée de l'Occident, qui peuvent se projeter dans la lutte contre les terroristes. Donc, la Mauritanie aurait bien pu évoluer dans cet environnement-là, et d'ailleurs, elle participe dans les deux missions. On se demande bien pourquoi ces pays-là continuent de rendre viable cette organisation. Pour ma part, je ne les appelle pas G4. S'il faut s'en tenir aux pays africains qui sont encore actifs dans cette affaire, c'est un G3. C'est un G3. C'est un G3, Mauritanie, Niger, Tchad. Jonathan Botengele, je vais quand même revenir sur vos propos. Vous parliez tout à l'heure du Tchad et surtout du Niger. Ces deux pays sont des pays africains. Jusqu'à preuve de contraire, je pense qu'il y a quand même des centaines de soldats français sur le sol, on va le dire comme ça, tchadiens. Là encore, du côté du Niger, il y en a des centaines et des centaines encore, pas seulement français, mais de presque toutes les nationalités. Et d'ailleurs, on a appelé l'OTAN à la rescousse. Comment comprendre que ces deux pays subissent quand même des attaques terroristes? Le Niger même, c'est grave. J'ai vu il y a quelques jours le témoignage d'un chef de communauté à la zone des 3 frontières, un chef nigérien qui a brisé la loi du silence et qui est venu devant un média nigérien. Et c'était au journal de 20 h. Oui. Il a clairement dit qu'aujourd'hui, la concentration de terroristes du Sahel, c'est côté nigérien, dans la zone des 3 frontières. Il cite plusieurs localités, il cite là une dizaine de localités qui sont occupées en temps réel pendant qu'il parle. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, les Nigériens, nous l'avons toujours dit, les Nigériens vont simplement, à leur corps défendant, comprendre que la concentration des forces de l'OTAN n'est pas un gage de sécurité pour un pays. Takuba, ça vient du Mali. Barkhane, ça vient du Mali. Sable, ça vient de Burkina Faso. Les États-Unis, même qui disent lutter contre les terroristes, ils sont en Afghanistan depuis plusieurs décennies. On a vu ce que ça a donné. Les terroristes ne se sont pas enfuis, les terroristes n'ont pas disparu. Les terroristes ont continué de se renforcer. Les États-Unis sont dans le Moyen-Orient, dans plusieurs pays du Moyen-Orient. On ne voit pas le terrorisme diminuer. Plutôt, ça va s'intensifiant et ça se complexifie. Maintenant, on a même un terroriste d'une nouvelle nature. Des gens vous disent qu'ils vont créer un État. Un État. Donc, ils remettent en question les configurations spatiales des États à l'heure actuelle. Quelque chose qu'on croyait révolu depuis 1648 avec le traité de Westphalie, où on disait que ça a été la consécration de l'État sur un territoire et la souveraineté comme étant le respect de l'intégrité territoriale et d'un dirigeant. Donc, c'est des concepts, c'est des phénomènes qu'on observe alors que les forces de l'OTAN sont parfois engagées sur ces territoires-là. Vous savez, des gens qui disent en Syrie qu'ils vont créer un État. Ils disent qu'ils vont couper une partie de la Turquie, couper une partie de l'Irak, revenir en Syrie, faire leur État. Les États-Unis sont là-bas, ils ont des bases militaires, vous ne comprenez rien. Mais quand vous rentrez dans le fond, que vous interrogez les faits, vous interrogez les acteurs, vous voyez les études qui ont été réalisées, vous vous rendez compte qu'il y a toujours une complicité entre ces fameuses forces de l'OTAN et ces terroristes. Donc, la démultiplication des terroristes ne va pas ex nihilo. Elle va du fait qu'il y a une coopération entre les forces de l'OTAN et les dits terroristes. Et cette démultiplication participe de l'installation du chaos pour justifier la colonisation militaire de ces espaces-là. Et la colonisation militaire précède l'exploitation illégale en mode de prédateur des ressources naturelles. C'est un peu le cas de la Syrie qui perd tous les jours
de l'huile de la Syrie qui perd tous les jours 66 000 barils de pétrole. Tous les jours. 66 000 barils de pétrole volés par les militaires états-uniens et transportés jusqu'à des tankers qui appartiennent à Halliburton, une multinationale états-unienne. Ils vont nous donner des leçons de bonne gouvernance, des leçons de moralité. De droits de l'homme. De droits de l'homme. Mais quand une compagnie multinationale états-unienne transporte du pétrole volé dans un pays, n'est-ce pas, du banditisme international? Et les États-Unis commercent ce pétrole-là. Ces mêmes États-Unis pourront-ils encore être donneurs de leçons demain? Donc, les Nigériens font la lourde expérience de la réalité même de ce que la force de l'OTAN est. C'est une force qui décuple les forces terroristes. Et depuis qu'elles se sont concentrées sur le territoire du Niger, eh bien, les Nigériens font le constat froid que les terroristes sont devenus beaucoup plus forts et beaucoup plus nombreux sur leur territoire. Le Niger va perdre des pans entiers de sa souveraineté. Ça, nous tenons à le dire à tous les Nigériens. Le Niger va perdre des pans entiers de sa souveraineté sur son territoire. Et cette perte de souveraineté sur son territoire va s'accompagner de l'insécurité et du pillage de ses ressources. Donc, c'est un message au peuple nigérien. Le Niger, les Nigériens doivent se lever et ils doivent dire non, que ça cesse. C'est eux qui doivent mettre un terme à cette manière de faire. Si les Nigériens n'agissent pas, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Parce que les Nigériens auront toujours beau de compter sur des forces qui véritablement n'apportent pas leur soutien dans la lutte. Finalement, le terrorisme est organisé, financé, c'est le grand banditisme international pour piller, voler, violer à ciel ouvert sans en être inquiété. Oui, c'est ça. C'est ça le terrorisme. Le terrorisme, c'est la fabrique de mercenaires. On dit terrorisme, moi j'ai apprécié le docteur Yam quand il avait ramené ça à l'expression la plus appropriée, le mercenariat. C'est-à-dire quelqu'un qui se bat pour un pays étranger et qui est rémunéré dans cette guerre. Vous avez donc des individus qu'on appelle des terroristes, mais en fait, c'est des mercenaires à la solde de l'Occident. Parce qu'ils sont entraînés, ils sont financés, ils sont armés par les pays occidentaux qui leur donnent des missions et les terroristes ne font que remplir ces missions. Regardez ce qui se passe, par exemple, contre les forces burkinabées. Les Français avaient dit, si nous on part, les forces burkinabées seront attaquées. Les terroristes ont fait des vidéos, on a vu que c'était même les comptes sur les réseaux sociaux qui sont pro-français, qui sont pro-junte française. C'est ces comptes qui faisaient des vidéos, qui diffusaient ces vidéos en disant voilà les terroristes qui sont à nouveau reconstitués et qui menacent. Là, en ce moment, on ne censure pas. Non, ils ne censurent pas. Et ils ne soupçonnent, ils ne disent même pas que c'est anormal. Parce que c'est véritablement anormal, mon frère Gosse. On ne peut pas causer ici. Et moi, je dis, mon frère Gosse, quand je vais sortir de là, vraiment, les criminels viendront. Et quand je suis là dehors, je prends mon téléphone, je filme des gens qui sont en train de monter avec des fusils et qui sont en train de monter vers vous. Mais ça veut dire que ces gens-là, ils viennent d'où? Vous êtes complice? Tout à fait. C'est de la complicité. Donc, la France est complice de tout ce qui se passe. La France est complice de tout ce qui se passe. Avec en tête les États-Unis? Oui, quand vous regardez les intellectuels qui publient, moi j'ai vu, c'est des intellectuels. Au sens occidental, hein, pas intellectuel à notre sens, au sens occidental. C'est-à-dire des diplômés du supérieur. Vous savez, des docteurs. Il y en a un là, au Burkina. Il se fait un peu de notes de leçons, mais ce n'est pas très consistant. Il publiait des vidéos. C'est dans les archives. Nous avons archivé ces vidéos. Un jour, ça lui sera opposé. L'Afrique sera libre. Et ce genre de larbin, on leur opposera le type de vidéo. Ils ont fait l'apologie du terrorisme en Afrique. Qu'ils le sachent, ça ne restera pas impuni. Un jour, ils seront devant un tribunal qui leur demandera des comptes. Donc, la France, elle applaudit sur son territoire. Mais imaginez-vous, mon frère Gosse, qu'un Africain vive en France et publie à partir de son compte que la France, actuellement, il y a des gens qui menacent la France et qui sont en train de se constituer, disons, au Cameroun. Et il envoie les vidéos sur Twitter. Pensez que la DGSE ne lui fera pas une petite visite pour lui demander comment est-ce qu'il a obtenu ces vidéos?
Vous pensez que Twitter France ne sera pas obligé de censurer ce compte? Nous prenons les deux exemples pour montrer à quel point il y a la bénédiction de Paris dans l'apologie du terrorisme. Et les Nigériens doivent donc comprendre, nous ne faisons pas dans la... C'est pas de l'acharnement qu'on... C'est une réalité. Les États-Unis n'ont pas lutté contre le terrorisme quelque part. Ils n'ont gagné aucune guerre contre les terroristes. Aucune. Au contraire, ils les ont perdus. Quand il dit même perdre, ils ont permis aux terroristes d'atteindre leur fin. Parce qu'à la fin, même l'Afghanistan dont on parle, c'est comme s'il y a eu un deal sur l'Afghanistan. Les uns s'enrichissent de manière bizarre en créant un système social qu'ils disent être le leur. Et les autres, eux, ils ont déjà fabriqué un territoire sur lequel on cultive le pavot, la drogue. Oui. C'est avec ça qu'on fait la cocaïne. Donc, pardon, je dis la cocaïne. On fait beaucoup de drogue. Et ces gens-là, ça se revend sur les marchés de la côte ouest africaine, grâce au réseau des services secrets états-uniens. Mais comment ne pas voir que même les talibans, là, c'est les alliés des États-Unis. Donc, ce n'est pas des gens qui viennent pour apporter à un peuple le bonheur. Ce n'est pas des gens qui viennent pour apporter la sécurité à un peuple. Les Nigériens sont en train de faire la dure expérience de ce que ces gens-là sont les complices des terroristes. Et les Nigériens sont invités, nous leur disons toujours, tant que le peuple nigérien reste calme, ça va continuer. C'est le peuple nigérien qui doit se lever et qui doit prendre ses responsabilités, comme les Burkinabés l'ont fait, comme les Maliens l'ont fait. Si les Nigériens restent calmes, c'est tant pis pour eux, comme on dit souvent. Merci à vous, Jonathan Matenguene. Vraiment, je vous remercie, mon frère Ross. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.